Ce que vous allez voir dans les prochaines minutes est une analyse qui tranche radicalement avec ce que les médias grand public vous proposent. Un regard sans concession sur l'état réel de l'Empire américain en ce mois d'avril 2026. Avant de lancer la vidéo, je veux poser le contexte, parce que certaines images que vous allez voir méritent d'être comprises avant d'être regardées. Il y a une image en particulier. Un bureau américain, des drapeaux. Et si vous comptez attentivement, vous verrez 6 drapeaux israéliens pour un seul drapeau américain. Ce n'est pas une mise en scène satirique, ce n'est pas une image truquée, c'est la réalité d'un espace institutionnel aux États-Unis en 2026. Cette image dit quelque chose que des milliers de mots ne pourraient pas exprimer aussi clairement. Elle dit qui tient réellement les rênes de la politique étrangère américaine. Et elle explique pourquoi les négociations d'Islamabad ont échoué, pourquoi le blocus du détroit d'Ormuz a été annoncé, et pourquoi Donald Trump a posté une image sacrilège se comparant au Christ pendant la semaine de Pâques orthodoxe. L'analyste que vous allez entendre ne mâche pas ses mots. Il parle franchement, parfois avec une ironie mordante, de ce qu'il appelle la décomposition de la présidence américaine. Ce n'est pas de l'anti-américanisme, c'est l'observation froide d'un empire qui implose sous le poids de ses contradictions internes. Quelques points que je veux souligner avant qu'on commence. Premier point, le blocus du détroit d'Ormuz que Trump a annoncé est, pour reprendre l'expression de l'analyste, une démonstration de puissance qui ne peut pas fonctionner. La marine américaine ne peut pas s'approcher suffisamment des côtes iraniennes sans entrer dans la portée des missiles balistiques iraniens. Les porte-avions Gerald Ford et Abraham Lincoln se sont tenus à grande distance précisément pour cette raison. Ce blocus ressemble davantage à une déclaration médiatique qu'à une opération militaire réalisable. Deuxième point, la réponse automatique à ce blocus serait la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb par les Houthis du Yémen, ce qui signifie que l'accès à la mer Rouge et au canal de Suez serait simultanément bloqué. L'opération Prosperity Guardian, ce qui signifie la tentative de l'OTAN de rouvrir la mer Rouge en 2024, avait déjà démontré l'impuissance de l'Occident face aux capacités Houthis. Répéter cette erreur dans un contexte de guerre ouverte serait encore plus catastrophique. Troisième point. L'image de Trump se substituant au Christ n'est pas un détail anecdotique. Elle révèle l'état mental d'un homme qui, selon plusieurs analystes sérieux, n'est plus capable de prendre des décisions rationnelles et autonomes. Quand même des membres républicains du Congrès commencent à condamner publiquement leur propre président pour sacrilège. C'est le signe que quelque chose de fondamental s'est brisé. Regardez attentivement. Et je vous retrouve à la fin. Tel Aviv Yeah, like why? or New Jersey. That's That is so insane. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6 Israeli flags and 1 American flag. Welcome to the United States of Israel. Monsieur le Président, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe en ce moment avec le blocus dans le détroit d'Ormuz? Eh bien, nous allons mettre en place un blocus. Ça prendra un peu de temps, mais ça sera efficace assez rapidement. Nous avons eu des réunions hier. Elles ont duré, comme vous l'avez dit, 21 heures. C'était une longue réunion. Nous avions de très très bons représentants, comme vous le savez, JD, Steve et Jared.
Eh bien, bonjour, me revoilà. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2026. C'est un lundi. Ce que vous voyez au début, je ne considère pratiquement aucun présentateur ou soi-disant journaliste des médias traditionnels américains comme une personne normale. Mais vous savez, Maria Bartiromo et tout ça, c'est essentiellement de la propagande. Cependant, pour comprendre ce qui se passe, commençons par le commencement. Nous avons affaire à une situation que l'on peut correctement décrire comme les États-Unis n'étant pas une nation souveraine et étant menée à la ruine par Israël, le lobby israélien, et le plus grand asset du Mossad et d'Israël, à savoir M. Trump, qui est manifestement soumis à un chantage pour une raison quelconque. Et je n'irai pas là encore, en gardant à l'esprit que j'affirme toujours qu'il devrait y avoir une présomption d'innocence jusqu'à ce qu'un jugement officiel soit rendu par des tribunaux appropriés. Mais nous savons tous de quoi il s'agit. Et quand on parle de la situation spécifique à M. Trump, qui déshonore la fonction de président des États-Unis, pas qu'elle n'ait pas été déshonorée avant, mais Trump est le meilleur de tous, et parce qu'il n'a aucune certitude dans ses décisions, il est définitivement soumis à un chantage. Il est compromis, il est fou. Et c'est ce que nous obtenons. Maintenant, je veux souligner que concernant ce blocus du détroit d'Ormuz, voici un mème vraiment sympa qui circule. Il dit « briser le blocus ennemi en bloquant son blocus ». Et c'est ce à quoi nous avons affaire. Parce que, évidemment, ces choses ne sont pas faites par des gens sains d'esprit. Ce soi-disant blocus du détroit d'Ormuz ne mène nulle part. On ne peut rien accomplir avec ça. Et le fait que, encore une fois, tout ça vise à garder Netanyahou hors de prison et à continuer la guerre, c'est ça. Les États-Unis sont, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, la chienne d'Israël, et ils continueront à l'être pour l'avenir prévisible, parce que, essentiellement, tous les médias et les structures de pouvoir sont infestés par des agents qui sont soit des gens de l'AIPAC, soit carrément des gens du Mossad. Ils contrôlent le gouvernement américain. Mais M. Trump a fait encore mieux. Il a surpassé tout le monde. Et vous le savez maintenant, parce que bien que ça a été supprimé depuis, voici ce que M. Trump a posté. C'est rapporté par l'ancienne congresswoman Marjorie Taylor Greene, mais ça a été relayé par tous les grands médias américains, par exemple USA Today et toutes sortes d'autres grands organes de presse. MTG dit que pendant le Pax orthodoxe, le président Trump a attaqué le pape, parce que le pape s'oppose à juste titre à la guerre de Trump contre l'Iran. Et ensuite, il a publié cette image de lui-même comme s'il remplaçait Jésus. Cela vient après la publication de la semaine dernière sur son ignoble message de Pâques, puis ses menaces de tuer. Vous pouvez lire son compte X ou Twitter. Et oui, c'est un sacrilège, c'est, je veux dire, une abomination. Et donc essentiellement, nous avons maintenant un congressman républicain, M. Fitzpatrick, qui ne peut pas non plus garder le silence sur cette atrocité absolue de ce qui se passe dans l'esprit de cet homme qui occupe la fonction de président des États-Unis. Le congressman Brian Fitzpatrick a publié aujourd'hui la déclaration suivante en réponse aux commentaires du président Trump concernant le pape Léon. Je condamne les remarques du président Trump concernant le pape Léon dans les termes les plus forts possibles, et il dit que suggérer que le pape doive en quelque sorte son poste à un politicien est absurde. En tant que catholique toute sa vie, il considère ses commentaires comme une insulte à l'Église, une offense aux fidèles et tout simplement sacrilège. Dénigrer le Saint-Père tout en s'élevant soi-même, ce n'est pas de la force, c'est de l'arrogance. Eh bien, nous savons qui est Trump. C'est un narcissiste centré sur lui-même et il devient fou. Nous assistons au début d'un grave trouble de la personnalité, pas à la limite mais clairement un trouble de la personnalité. Et Fitzpatrick dit que le pape Léon a tout à fait le droit et même la solennelle responsabilité de s'exprimer clairement sur les questions de foi, de conscience, de guerre et de paix et de dignité humaine. C'est son rôle. Et aucun président, politicien ou personnalité publique ne peut intimider, dénigrer ou intimider l'Église pour avoir accompli sa mission. Les commentaires du président Trump étaient honteux, indignes de la présidence, et avec lui à ce poste, il n'y a pas de dignité, il ne l'a jamais eu. Et encore une fois, il n'est pas président des États-Unis, il est le président d'Israël. Non, il n'est pas président. Il est l'un de ces prestataires de services pour le régime Netanyahou. Ces remarques sont offensantes pour les catholiques dans chaque coin du monde. Il devrait les retirer et s'excuser. Non, il ne les retirera pas. Bien qu'il ait effectivement supprimé depuis lors cette image véritablement sacrilège, est-il désolé? Non, il n'est pas désolé. Et
encore une fois, je suis si heureux d'être aussi loin que possible de Washington, D.C. En fait, du côté opposé des États-Unis dans l'État de Washington, qui a lui-même toutes sortes de particularités folles, si vous voulez. Mais le problème est que même Tucker Carlson continue de donner, aussi étroite que soit la marge, une certaine bienveillance à Trump en disant qu'il est sous beaucoup de pression. Le problème est que si vous devenez fou et que vous ne pouvez pas contrôler votre propre pays, vous jetez vos forces dans ce qui est essentiellement un piège mortel et vous les préparez au massacre. Ce n'est pas seulement de la pression, c'est quelque chose de tellement maléfique, tellement néfaste, que c'est difficile pour moi de même m'asseoir et spéculer là-dessus. Mais nous savons qu'il n'est pas une figure autonome. Il n'est pas le président. Il est, encore une fois, un cireur de chaussures pour le régime Netanyahou. Et le régime Netanyahou dirige essentiellement les États-Unis en politique étrangère et même en politique intérieure, évidemment, avec l'aide de la multimillionnaire armée de sécessionnistes chrétiens. Comme le cinéaste Appelt l'a correctement déclaré, ils ne sont pas des chrétiens, ils ne sont rien d'autre que des juifs talmudiques enveloppés dans une rhétorique chrétienne. C'est ce qu'ils sont. Et vous regardez cette décomposition complète de la présidence américaine, et vous avez vu vous-même qu'au New Jersey, il y a plus de drapeaux israéliens que de drapeaux américains. Ça vous dit tout ce qui est arrivé à ce pays. Cependant, nous continuons avec cette folie. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe quand ils continuent à insister sur quelque chose au sujet du soi-disant cessez-le-feu entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Ils se concentrent là, dessus, comme si ça allait résoudre le problème. Non, ça ne va pas résoudre le problème, parce que l'Iran est sorti comme le vainqueur stratégique de toute cette situation. Et les États-Unis lèchent leur plaie. Maintenant, Israël est une toute autre histoire, parce qu'il y avait toutes sortes d'indications, notamment quand vous écoutez les médias israéliens et certains grands organes de presse israéliens, ils parlent de la décomposition réelle de la société israélienne. Et beaucoup de gens qui vivent en Israël ne reviendront jamais, parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays qui peut être bombardé à volonté. Et toute cette pathétique mythologie d'Israël étant défendue, ou d'une certaine façon les États-Unis aidant Israël, tout ça, c'est des foutaises. Les États-Unis et Israël se trouvent dans une impasse militaire depuis un bon moment maintenant. Ils se grattent mutuellement le dos et se félicitent, ce qui est en fait très typique de la région. C'est pas seulement une chose protestante, c'est une chose moyen-orientale aussi, vous savez, se présenter soi-même et utiliser l'hyperbole pour dire à quel point vous êtes incroyablement important, à quel point vous êtes militairement omnipote. Mais la réalité est qu'évidemment, les États-Unis et Israël ont été battus à plat de couture. Et vous avez vu vous-même au début qu'un autre KC-135 a été endommagé, rapiécé avec des trous, et est arrivé où il est arrivé. Et même le journal Bild écrit à ce sujet que l'US Air Force active des KC-135 qui ont 68 ans, parce qu'évidemment, il y a des choses que l'US CENTCOM nous cache, parce que c'est ce qu'ils font. Ils peuvent pas venir dire « Seigneur, nous avons été endommagés bien plus que nous vous le laissons savoir. » Et tout le monde le sait. Et c'est juste ridicule, ce qui se passe. Et maintenant, vous avez ce terme que beaucoup de gens utilisent, l'empire du mensonge. Les États-Unis mentent sans arrêt, ensemble avec Israël, sur ce qui se passe là-bas. Et donc, maintenant, avec ce blocus prétendu, M. Trump manque d'options pour contrôler ou manipuler les marchés. Mais à ce stade, il ne manipule même plus les marchés. Il essaie, mais il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit en fait d'une sorte de rampe de sortie, parce que les États-Unis ont été essentiellement vaincus militairement. Et ça continue, comme M. Abbas Araghchi le dit à propos de ces soi-disant négociations de cessez-le-feu à Islamabad. Il dit que lors de pourparlers intensifs au plus haut niveau, en 47 ans, l'Iran a négocié de bonne foi avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre. Mais quand nous étions à quelques centimètres d'un accord à Islamabad, nous avons rencontré le maximalisme, les changements de position et le blocus. C'est ce que font les États-Unis. Si vous regardez attentivement la situation ukrainienne, rappelez-vous que Trump voulait arrêter la guerre en 24 heures. Nous sommes bien dans la deuxième année après tout ça. Donc 0 leçon apprise, comme il l'a déjà dit, et 0 leçon tirée. La bonne volonté engendre la bonne volonté, l'inimitié engendre l'inimitié, il a absolument raison. Et les États-Unis sont coincés entre le marteau et l'enclume. Ils ne peuvent rien y faire, parce que, encore une fois, ils ont été vaincus militairement. Ils ne peuvent pas venir dire « oui, nous avons été vaincus ». Mais les faits opérationnels et tactiques sont là. Ils veulent bloquer le détroit d'Ormuz. D'accord, voyons ce qui va se passer.
Ils vont pas étrangler l'Iran avec tout ça. Et surtout, le commerce pétrolier, le commerce énergétique, si vous voulez, ils vont étrangler davantage essentiellement jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'état normal, pour eux, de ces villages de pêcheurs dans le Moyen-Orient. Tous ces clinquants, Dubaï et Émirats et tout le reste, et l'Arabie Saoudite, c'est terminé pour le Moyen-Orient. Ils comprennent pas encore ça. Enfin, ils comprennent. Trump le comprend probablement, mais il est tellement profond maintenant, comme notre bon ami dit dans le kimchi, qu'il n'y a pas de sortie possible. Et donc, voilà une situation très intéressante. Vous avez déjà vu cette carte. L'Arabie Saoudite pompe via son pipeline Est-Ouest vers ses ports sur la mer Rouge. Mais voici encore le rappel. Les Houthis du Yémen sont officiellement en guerre avec les États-Unis. Donc si vous bloquez le détroit d'Ormuz, ce que les États-Unis tentent avec leur soi-disant blocus naval, vous allez immédiatement obtenir le blocus du détroit de Bab el-Mandeb par les Houthis. Et ils sont vraiment bons pour ça. Vous vous souvenez de l'échec de l'opération Prosperity Guardian, les marines de l'OTAN qui ont tout simplement échoué à l'ouvrir. Donc la mer Rouge est maintenant en alerte et les Houthis vont faire là ce qu'essentiellement l'Iran a fait avec le détroit d'Ormuz. Ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie tout pour le Moyen-Orient. Parce que, comme un des cheikhs l'a déclaré, et c'est enregistré, il a dit « Mon grand-père montait à dos de chameau. Mon père montait déjà en Rolls-Royce. Je monte en Rolls-Royce. Mon fils montera en Rolls-Royce. Mon petit-fils montera en chameau. » Et c'est exactement ce qui se passe là-bas. Parce que peu importe ce que vous dites, même si on va sur oilprice.com, c'est toujours au-dessus de $100. Et en fait, depuis lors, le prix a encore augmenté. C'est tout au-dessus de $100 maintenant. Et ce qui est important dans ce segment, c'est qu'on voit toutes sortes de choses comme la confusion autour des pétroliers quand Trump annonce le blocus et le choc du GNL qui frappe les chaînes d'approvisionnement alors que la guerre perturbe les flux mondiaux. Absolument. Donc il y avait toutes sortes de choses qu'on ne pouvait pas utiliser comme énergie, l'une d'entre elles étant évidemment le gaz naturel liquéfié. Il y avait le Qatar, il y avait d'autres installations de liquéfaction là-bas. Et soudainement, tous ces pipelines, toutes ces installations de liquéfaction sont sous une menace énorme de l'Iran, qui est en fait prêt à faire face même à la marine américaine. La marine américaine n'est pas prête à faire face à ça. Si quelqu'un veut lire un peu là-dessus, allez au blog de Larry Johnson et vous y lirez des éléments tactiques et opérationnels qui sont pertinents pour tout ce gâchis. Et peu importe ce qu'ils font, ça va pas aider. Et nous savons qu'il y a un énorme problème déjà avec l'énergie en Asie. Et puis nous parlons de quelque chose d'absolument terrifiant. Ce ne sont pas seulement des pénuries qui arrivent. Il y a des ruptures d'approvisionnement en carburéacteurs, ce qui frappe l'économie mondiale d'un coup sérieux en termes de voyage aérien. Mais nous devons considérer autre chose, la sécurité alimentaire. Ce ne sont pas seulement les engrais, c'est le fait que quand vous vous souvenez, j'ai montré que monsieur Mishustin, le Premier ministre de Russie, a déjà tenu une réunion spéciale de son cabinet en disant que la Russie doit maintenant fonctionner selon un nouveau paradigme énergétique. Et évidemment, la Russie devient le fournisseur critique pour de nombreuses régions du monde de toutes sortes d'énergie, que ce soit le pétrole, le gaz naturel liquéfié. Mais n'oubliez pas que la Russie est un exportateur net de nourriture, des céréales à tout le reste. Les Russes mangent le mieux en Europe en réalité. Et donc, ce que ça signifie, comme cela a déjà été déclaré par le secrétariat du Conseil de sécurité russe, c'est qu'il y aura des sabotages, du terrorisme et toutes sortes d'attaques contre la sécurité alimentaire de la Russie. On ne peut pas affamer les Russes. La Russie se fournit entièrement en toutes sortes de denrées alimentaires et en exporte même une bonne quantité. Mais ils vont essayer de faire ce qui a été fait plusieurs fois auparavant, vous savez, mettre le feu aux champs de blé, saboter les installations de production alimentaire ou les fermes. C'est ce dont l'Occident combiné est seulement capable. Et c'est aussi parce que chaque plan des sionistes à Washington DC, et c'est eux qui dirigent réellement la politique étrangère américaine, eh bien, tout ça a été un échec. C'est un échec et ça restera un échec. Mais comme toujours, comme tout patient violent d'un asile de fous auquel on essaie de mettre une camisole de force, ils essaient, ils se débattent, ils vous crachent dessus, ils hurlent des insultes, et c'est ce que nous avons surtout avec cette administration. Et je ne sais pas comment elle peut fonctionner plus longtemps, parce que le processus politique et le pouvoir aux États-Unis ont cessé. C'est aussi simple que ça. Les États-Unis ne fonctionnent plus en tant qu'entité politique et étatique. Et vous pouvez remercier nos bons amis d'Israël qui ont veillé à ce que les États-Unis soient complètement subvertis et menés à la ruine. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Ils ne peuvent pas gérer leur propre pays, Israël, et ils pensent à l'expansion pour faire le grand Israël. Ils ne peuvent pas. Surtout pas avec des forces armées qui sont essentiellement ce qu'on appelle les forces de défense israéliennes. Ils sont pas bons. Ce sont pas de bons soldats. Ils ne savent que commettre des atrocités. Et comme je l'ai déjà dit, le problème ici est qu'ils contrôlent les médias, mais ça va pas les aider beaucoup. Parce qu'en fin de compte,
Ce sont les faits sur le terrain qui dictent les résultats. Et peu importe comment vous présentez les choses. Bien que, il faut bien reconnaître qu'il y a encore une couche significative de la société américaine qui est lavée de cerveau et qui croit ce qu'on lui dit. Mais que puis-je dire, ça ne dépend certainement pas de moi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça en est arrivé au point où vous avez des publications du président de je ne sais quelle commission de sécurité dans ce petit truc au Moyen-Orient, 9 millions d'habitants, et dont la population va diminuer très rapidement maintenant, qui dit à Donald quoi faire. Eh bien, il est son cireur de chaussures. Et oui, ils peuvent pratiquement insulter et humilier M. Trump. C'est là où en sont les États-Unis en ce moment. Et même si on regarde des indices économiques comme cela, et c'est de Bloomberg, les choses vont très très mal. Même eux parlent de la part des réserves mondiales qui diminuent rapidement. Le dollar en pourcentage des réserves mondiales de devises et d'or est tombé à 45% en 2025. Et ça va continuer à baisser encore plus vite parce qu'essentiellement le dollar est surévalué, c'est un fait connu, et les États-Unis luttent avec une inflation cachée, et tout le monde peut sentir ce qui se passe quand ils visitent l'épicerie ou essayent de faire le plein de leur voiture. Mais ça va diminuer encore plus parce que le pétrodollar, comme nous le savons déjà, c'est monsieur Trump qui s'est assuré qu'il en est ainsi. Il y a beaucoup de gens pas très brillants qui disent « Oh, tout ça fait partie du plan, Trump a planifié de détruire tout le système impérial. » Non, en fait, il essayait de faire le contraire. Il essayait en fait de renforcer ce qui s'effondrait, à savoir l'Empire américain. Et maintenant, il parle de l'OTAN, et nous avons toute cette... je ne sais même pas comment la décrire vraiment, cette idiotie, cette folie, cette perversion de ce qui se passe. Et ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, certains d'entre eux sont vraiment lavés de cerveau, surtout les sionistes chrétiens. Ils croient que pour une raison quelconque, ça les amène dans quelques concepts qu'ils ont d'être transportés au ciel ou quelque chose comme ça. Mais bon, que puis-je dire ? Et donc nous avons toutes sortes de choses qui se passent en Europe aussi. Juste au cas où quelqu'un se demande ce qui se passe, nous avons encore l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne. Les médias l'appellent d'extrême droite. C'est pas un parti d'extrême droite, s'il vous plaît, arrêtez ça. C'est en fait un parti conservateur classique du centre du courant principal, mais les médias le disent d'extrême droite. Ils promettent des expulsions de migrants et des échanges scolaires avec la Russie. Bien. Et voici le problème, et je le répète encore une fois, surtout après les élections en Hongrie, vous ne pouvez pas sauver l'Europe. Vous ne pouvez pas sauver l'Allemagne. Peu importe pour qui vous votez, le système lui-même s'effondre. Et maintenant, le Royaume-Uni sort soudainement 500 millions de livres pour développer ses petits réacteurs nucléaires. D'accord. Je veux dire, il était toujours clair que, comme les Allemands l'ont fait à eux-mêmes, en éliminant toutes ces centrales nucléaires standards, c'était un suicide complet. Ils ne peuvent pas les restaurer maintenant. Et on ne sait pas où le Royaume-Uni ira avec ça. Mais l'énergie nucléaire revient en force. Et encore une fois, cela nécessite une présentation spéciale de quelques heures sur tous ces réacteurs que les Russes fabriquent, les combustibles MOX et d'autres types de combustibles pour lesquels les Russes ont déjà fait une percée. Nous avons affaire à ce réseau absolu d'échecs qui est essentiellement un réseau, si vous voulez, c'est une toile d'échecs qui couvre maintenant, je veux dire, enveloppe dans une sorte de cocon l'Occident combiné. Et avant de partir, je dois vous rappeler évidemment que l'opération militaire spéciale continue et c'est une autre chose. Trump a dit « Ah oui, on va l'arrêter, vous savez ». Eh bien, voici les pertes des forces armées d'Ukraine. Le nombre est bas parce qu'évidemment les Russes avaient essentiellement ralenti, mais c'est à partir du 11 et du 12e le cessez-le-feu de Pâques orthodoxe. Il y a eu un léger répit, et même les Ukrainiens l'ont évidemment violé à plusieurs reprises, mais c'était pas aussi intense qu'avant. Et même avec ça, vous pouvez voir vous-même encore un nombre significatif de chars, de véhicules blindés de transport de troupes, de véhicules blindés qui ont été anéantis, et ça va continuer pendant que les Russes continuent la formation de toutes sortes de forces. Et évidemment, avec une situation très intéressante pour cette Pâques orthodoxe, cette fois c'était le 12 avril, et ça coïncide avec 3 grandes fêtes. C'est bien sûr Pâques orthodoxe, qui est très importante. Puis bien sûr, il y a le jour des cosmonautes, qui est évidemment le premier vol humain dans l'espace, par Yuri Gagarin, le 12 avril 1961. Et puis bien sûr, il y a cette très amusante célébration, qui est le jour des troupes de défense aérienne de Russie. Et c'est une grande célébration, parce que les Russes ont la blague qui dit que la devise des troupes de défense aérienne est « Nous ne volons pas nous-mêmes et nous ne vous laisserons pas voler ». Et ils ont été, pour tous les fuiteurs ici et là, énormément efficaces, ce qui nous amène d'ailleurs à cette propagande de toutes sortes de ressources ukrainiennes, bien sûr
traduite par tous ces soi-disant experts militaires russes, qui ne sont pas des experts, n'ont aucune formation militaire sérieuse, mais continuent à répandre cette propagande. Je veux vous montrer quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Voici l'un des développements pour les systèmes de défense antiaérienne, anti-drone, appelé Corona. Comme vous pouvez le voir vous-même, on peut le monter sur un BTR 422. On peut voir toutes sortes de missiles contre les drones. Bien sûr, il peut abattre toutes sortes d'autres cibles aériennes, mais c'est le nouveau développement du groupe Kalachnikov. Et si quelqu'un veut voir ce qui se passe en termes de défense aérienne dans la zone tactique, voici les Russes utilisant leur groupe de tir mobile. Ils utilisent des lasers de combat et abattent toutes sortes de drones. C'est une longue histoire sur la défense aérienne russe, mais je suis toujours surpris qu'il y ait beaucoup de gens là-bas qui vont sur toutes ces chaînes Telegram glauques, ces sources glauques, et obtiennent une sorte de photo de quelque chose qui est souvent généré par l'IA. Mais parfois, c'est délibérément fait de telle manière qu'il vous force à croire quelque chose. Comme les complexes de défense aérienne russes, utilisant des missiles R-77, eh bien, quand vous commencez à expliquer aux gens que les Russes travaillent sur ce complexe depuis 1992, et qu'en 2005, ils ont déjà présenté la maquette du système qui utilise ce missile R-77 pour toutes sortes d'autres objectifs supplémentaires, qu'est-ce que vous pensez? Ils continuent à insister sur le fait que les Russes sont à court de missiles de défense aérienne. C'est tellement absurde. Je ne peux même pas vous expliquer à quel point c'est du baratin. Mais les gens avalent ces conneries. Ils ne comprennent toujours pas que même dans la magnanimité des Russes, d'offrir essentiellement un cessez-le-feu unilatéral pour Pâques. Mais même comme vous l'avez vu vous-même, même les Ukrainiens ont dit oui, nous avons besoin d'une journée de repos parce que ce qui se passe là-bas. Vous avez vu vous-même au début comment le recrutement de personnel se fait maintenant en Ukraine. Ils kidnappent les gens. Un point, c'est tout. Maintenant, ils entrent dans les immeubles d'appartements, ils se cachent dans toutes sortes d'endroits, même des kiosques, ils se font passer pour des taxis. C'est comme ça qu'ils attrapent les gens dans les rues, ils leur donnent environ 48 heures de formation au combat, ils les battent, puis ils les droguent et les jettent en première ligne pour être tués. Et c'est comme ça que ça se passe maintenant. Et donc, que puis-je dire? Il est difficile de rassembler ses pensées quand on doit faire face à tant d'inputs de pure folie qu'on ne peut même pas rationaliser, parce qu'il faut vraiment se référer à la psychiatrie. Oubliez la psychologie, la psychiatrie. Vous avez besoin de médecins professionnels pour vous expliquer tout ça. Mais j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Et comme toujours, ceux qui aiment ce que je fais, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Et ceux qui en ont les moyens, s'il vous plaît, soutenez-moi sur Patreon. Et donc, que puis-je dire? Bonne fin de semaine, et on se parle plus tard. Au revoir. It's difficult to put together thoughts when you have to deal with so many inputs of the sheer insanity which you cannot even rationalize because you have to really refer yourself to the psychiatry. Forget about psychology, psychiatry. You need the professional doctors to give you the rundown on this whole thing. But I did my best today, and as always, those who like what I do, please subscribe to my channel, and those who can afford, please support me on Patreon or too. Oh, well, yeah, not two Patrons. Just on Patreon. And so, what can I say? Have a nice rest of the week, and I'll talk to you later, guys. Bye-bye. Premier point. L'image des 6 drapeaux israéliens, ce n'est pas un symbole abstrait. C'est la matérialisation visible d'un processus que plusieurs analystes sérieux, dont l'ancien responsable du renseignement Joe Kent dans sa lettre de démission, ont documenté. La politique étrangère américaine n'est plus décidée par les institutions américaines. Elle est décidée par un réseau d'influence dont les intérêts ne coïncident pas nécessairement avec ceux du peuple américain. Ce n'est pas du complotisme, c'est la conclusion que tirent des gens comme Joe Kent, comme le colonel Lawrence Wilkerson, comme des membres du Congrès qui commencent à s'exprimer publiquement. Quand le numéro 2 du renseignement américain démissionne en écrivant que l'Iran ne représente pas une menace et que cette guerre est menée pour Israël, ce n'est plus une théorie alternative, c'est un témoignage officiel. Deuxième point, l'image sacrilège de Trump se substituant au Christ. Je vais être direct. Cette chaîne ne fait pas de théologie politique, mais il faut appeler les choses par leur nom. Un président qui, pendant la semaine de Pâques, publie une image, le représentant comme le Christ ressuscité, et qui attaque le pape parce que celui-ci s'oppose à la guerre, c'est pas un acte de communication maladroite. C'est le signe d'un état mental profondément perturbé. Ce qui est frappant, ce n'est pas tant l'acte lui-même que la réaction de son propre camp. Quand Marjorie Taylor Greene
qui est l'une des partisanes les plus inconditionnelles de Trump, condamne publiquement son comportement, et quand un congressman républicain catholique le qualifie de sacrilège, c'est que le vernis est en train de se craqueler très rapidement. Troisième point, le blocus du détroit d'Ormuz, l'analyste l'a dit clairement, et c'est une réalité militaire vérifiable. La marine américaine ne peut pas enforcer un blocus à proximité des côtes iraniennes sans entrer dans la portée des missiles balistiques iraniens. Les porte-avions ont délibérément maintenu une distance de plus de 1000 km depuis le début du conflit. Ce n'est pas par précaution excessive. C'est parce que la simulation de la destruction d'un porte-avions américain par des missiles iraniens est documentée dans les propres exercices de wargame américains depuis des années. Alors, que signifie ce blocus? Concrètement, il signifie vraisemblablement tenter d'intercepter des pétroliers à grande distance. Ce qui signifie que l'Iran peut escorter ses propres tankers avec ses missiles et ses drones. Ce qui signifie que les Houthis peuvent simultanément fermer Bab el-Mandeb. Ce qui signifie que vous avez les deux artères énergétiques du Moyen-Orient verrouillées simultanément. La réponse Houthi ne serait pas seulement symbolique. Rappelons que pendant l'opération Prosperity Guardian, la coalition navale de l'OTAN n'a pas réussi à rétablir la liberté de navigation en mer Rouge malgré des mois d'opération. Et c'était sans guerre ouverte entre les États-Unis et l'Iran. Quatrième point, la chute du pétrodollar. L'analyste cite Bloomberg, montrant que la part du dollar dans les réserves mondiales est tombée à 45% en 2025. Pour mettre ça en perspective, cette part était de 70% au début des années 2000. Et la tendance s'accélère précisément parce que les États-Unis ont eux-mêmes fourni la meilleure raison de fuir le dollar en gelant 200 milliards d'actifs russes en 2022. Et maintenant, l'Iran perçoit des péages en yuan dans le détroit d'Ormuz. La Corée du Sud et le Japon négocient directement avec Téhéran pour le passage de leurs pétroliers. L'Arabie saoudite discute avec Alexandre Novak, le ministre russe de l'énergie. La Chine, la Russie et l'Iran coordonnent leur politique énergétique en dehors du cadre dollar. Ce processus est irréversible. Pas parce que le dollar va disparaître demain, mais parce que son monopole sur les transactions énergétiques mondiales, ce qui signifie son fondement comme monnaie de réserve mondiale obligatoire, est terminé. Cinquième point, le détournement des KC-135 âgés de 68 ans. Ce détail peut sembler anecdotique. Il ne l'est pas. L'US Air Force réactive des appareils construits en 1958 pour combler des lacunes opérationnelles en 2026. Ce n'est pas un signe de puissance. C'est un signe d'étirement logistique extrême. Pour comparer, la Russie produit entre 700 et 900 missiles de défense aérienne par mois. L'Iran produit des missiles en continu dans des usines souterraines inaccessibles aux frappes américaines. Et les États-Unis réactivent des avions qui ont l'âge du rock'n'roll. Sixième point, l'Ukraine et les leçons non tirées. L'analyste fait la connexion que beaucoup d'observateurs évitent de faire explicitement. Le même calcul stratégique qui a conduit les décideurs américains à sous-estimer la résilience russe en Ukraine les a conduits à sous-estimer la résilience iranienne. La même arrogance, les mêmes schémas de pensée, les mêmes résultats. Trump avait promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Nous sommes au milieu de la deuxième année. Il a promis que les missiles et drones iraniens seraient détruits en quelques semaines. 40 jours plus tard, l'Iran tirait plus de missiles avec plus de précision qu'au début du conflit. Et maintenant, l'Ukraine continue de kidnapper ses propres citoyens dans les rues pour les envoyer au front après 48 heures de formation. Ce n'est pas le signe d'une armée qui monte en puissance. C'est le signe d'une armée au bord de l'effondrement démographique. Septième et dernier point, ce que tout ça signifie pour le monde multipolaire. La Russie sort de cette période comme le fournisseur énergétique critique d'une grande partie du monde. La Chine sort de cette période avec le yuan solidement ancré dans les transactions pétrolières du Golfe. L'Iran sort de cette période
comme une puissance régionale dont la souveraineté vient d'être testée par la première puissance militaire mondiale et qui a tenu. Ce n'est pas un monde parfait qui émerge. L'Iran n'est pas une démocratie libérale. La Russie non plus. La Chine non plus. Le monde multipolaire ne sera pas automatiquement plus juste que le monde unipolaire. Mais c'est un monde où, comme le cheikh cité dans la vidéo l'a dit avec cette formule frappante, mon grand-père montait à dos de chameau, mon père roulait en Rolls-Royce, je roule en Rolls-Royce, mon fils roulera en Rolls-Royce et mon petit-fils remontera en chameau. Les monarchies du Golfe, qui ont pari sur la permanence de la garantie sécuritaire américaine et ont collaboré à une guerre contre leurs voisins iraniens, sont en train de découvrir que cette permanence était une illusion. Et pendant ce temps, la Russie exporte de la nourriture, du gaz et du pétrole. La Chine construit des lignes ferroviaires à grande vitesse. Et l'Iran reconstruit ses ponts et ses universités. C'est ça, le monde multipolaire. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à Monde Multipolaire et partagez avec quelqu'un qui mérite de comprendre ce qui se passe vraiment. À bientôt!